nous allons explorer 3 histoires terrifiantes et vraies dénichées sur Reddit, racontées par ceux qui ont vécu des événements qu'ils ne pourront jamais oublier. Si vous êtes friand de mystères et de phénomènes inexpliqués, vous êtes au bon endroit. Vous écoutez l'Indicible. Bienvenue dans le premier épisode. Kyle, un étudiant allemand de 22 ans en échange universitaire au Canada, se lie d'amitié avec un étudiant local et un autre étudiant étranger partageant un amour commun pour les activités en plein air et les plaisirs simples. Leur ami canadien les propose de les emmener dans une cabane isolée appartenant à son père, perdue dans les vastes forêts de la Colombie-Britannique. Enthousiastes, les 3 jeunes hommes acceptent, prêts à vivre quelques jours d'évasion loin du monde. La cabane se situe à des kilomètres de toute habitation, dans un endroit si reculé que la civilisation semble un lointain souvenir. Le père du Canadien, amateur de chasse, a équipé la cabane d'armes et leur a appris à les manier lors d'un séjour précédent. Cette fois-ci, ils sont seuls et prévoient de profiter du calme en alternant parties de chasse, beuverie et jeux. Pourtant, dès les premiers jours, Kyle ressent une tension sourde. Il est naturellement paranoïaque et le silence absolu de la forêt exacerbe son malaise. Les nuits dans l'obscurité totale, où les seuls bruits sont ceux de la forêt, l'empêchent de dormir paisiblement. Il reste souvent éveillé, guettant le moindre signe de danger. Ses amis, plus insouciants, se moquent de ses craintes. Mais après quelques jours, la routine et les activités festives apaisent son esprit. Mais le 4e jour, tout bascule. Alors qu'il passe l'après-midi à chasser maladroitement dans les bois, une tempête se lève. La pluie commence à tomber en trombe, rendant les sentiers glissants et impraticables. Les jeunes hommes, trempés jusqu'aux os, décident de rentrer à la cabane. Le chemin est long et pénible dans l'obscurité grandissante. Mais ils finissent par atteindre leur refuge. Une fois à l'intérieur, ils se changent, allument des vieilles lampes tamisées et s'installent autour de la table du salon pour jouer aux cartes. À l'extérieur, l'orage gronde et des éclairs déchirent périodiquement l'obscurité. Alors que les 3 amis jouent, un éclair illumine la scène à travers les grandes fenêtres non voilées. Pendant une fraction de seconde, l'ami étranger de Kyle aperçoit une silhouette humaine à l'extérieur. Il recule brusquement, laisse tomber sa bière et pousse un cri de panique. Sous le choc, il affirme qu'une personne les observe fixement depuis les bois. D'abord sceptique, Kyle et l'ami canadien observent son visage anxieux. Comprenant que ce n'est pas une blague, Kyle sent l'adrénaline monter en lui. Il saisit immédiatement son fusil, tire la culasse pour recharger une cartouche et verrouille la porte qu'ils avaient laissée ouverte jusque-là. Le Canadien, plus expérimenté, attrape un pistolet muni d'une lampe torche et éclaire l'extérieur à travers la fenêtre. Mais ce qu'ils découvrent dépasse leur pire cauchemar. Un homme grand et mince, vêtu d'un imperméable noir avec une capuche couvrant son visage, est accroupi à quelques mètres de la cabane. Ses yeux semblent perçants malgré l'obscurité et un sourire glaçant tord un côté de sa bouche. Un autre éclair illumine brièvement la scène, renforçant l'effroi des 3 amis, désormais figés. Brisant le silence, l'ami canadien, la voix tremblante, hurle à l'homme de partir, le menaçant de tirer. Le sourire de l'intrus disparaît, laissant place à une expression indéchiffrable entre rage et surprise. En un mouvement rapide, il passe de la position accroupie à un sprint et disparaît dans les bois, contournant la cabane. Kyle et son ami courent à la fenêtre pour suivre sa trajectoire, mais l'obscurité et la pluie battante les empêchent de voir où il est allé. Dans un geste de défense, il tire quelques coups de feu en l'air pour s'assurer qu'il ne reviendra pas. Terrifiés, les 3 amis appellent la police. Compte tenu de l'isolement de la cabane et de la tempête, les autorités leur annoncent qu'aucun agent ne pourra venir avant plusieurs heures, voire jusqu'au lendemain matin. Ils conseillent au groupe de rester à l'intérieur et de se barricader. Incapables de partir à cause de la météo et du camion à court d'essence, les jeunes décident de veiller toute la nuit en prenant des tours de garde. Lorsque vient le tour de Kyle, la pluie s'est calmée. Il éteint toutes les lumières pour mieux scruter l'extérieur dans l'obscurité. Assis près d'une fenêtre entrouverte, il guette le moindre bruit ou mouvement. Chaque craquement de branches ou souffle du vent fait remonter la peur en lui. Pendant ces longues heures, il repasse mentalement l'image de l'homme accroupi, son sourire sinistre et le fait qu'il était si proche sans qu'il s'en aperçoive. Au matin, 2 policiers arrivent à la cabane. Kyle et ses amis leur décrivent l'événement en détail, l'apparence de l'homme, son comportement étrange et la direction dans laquelle il s'est enfui. Malheureusement, à cause de la pluie et de la distance, ils n'ont pas pu voir son visage avec précision. Les policiers se montrent préoccupés et promettent d'organiser une patrouille en forêt. Cependant, ils admettent que retrouver cet individu sera difficile, étant donné l'absence de preuves tangibles. Après le départ des agents, les jeunes décident de quitter la cabane. Le père du Canadien, alarmé par l'histoire, les invite à rester chez lui pour récupérer. Ils envisagent également d'installer des caméras autour de la cabane pour prévenir de futures intrusions. Plus tard, Kyle entend dire que le père et son frère sont retournés dans les bois, espérant surprendre l'individu. Mais ils ne trouvent aucune trace de lui. Kyle quitte le Canada quelques mois après, mais l'expérience le hante encore. L'image de l'homme en imperméable, avec son sourire effrayant, reste gravée dans son esprit. Il se demande quelles étaient ses intentions, un simple rôdeur curieux ou un prédateur calculateur. La manière dont l'homme s'était accroupi près de la fenêtre, malgré les lumières tamisées et les bruits de la cabane,
suggère qu'il observait attentivement le groupe avant de passer à l'action. Kyle suspecte même que l'homme les avait suivis dans les bois lors de leur chasse maladroite. Ce souvenir le pousse parfois à éteindre la lumière et à regarder par la fenêtre, comme s'il s'attendait à revoir ce visage dans l'ombre. À ce jour, l'identité de l'homme en imperméable et ses motivations restent un mystère. La deuxième histoire est celle de Claire. Claire est une jeune femme en couple avec un homme violent et jaloux. Une nuit, après une dispute survenue à une fête, elle est brutalement mise à la porte de leur maison. Sans manteau ni téléphone, elle se retrouve seule dans le froid mordant de la nuit. Ses appels désespérés à la porte restent sans réponse, et la lumière de la maison s'éteint, la laissant seule dans une obscurité oppressante. Désemparée, Claire décide de marcher jusqu'à une station-service située à environ 1 km. Elle espère pouvoir y emprunter un téléphone afin de contacter une amie. Elle se met en route, grelottant dans ses vêtements de soirée, inadaptés à des températures glaciales. Sur la route, Claire essaie de garder son calme malgré le froid qui l'engourdit. Elle marche vite, mais son cœur se serre lorsqu'elle remarque un pick-up blanc ralentir en sens inverse. Le véhicule fait demi-tour et s'arrête à sa hauteur. Le conducteur l'interpelle. Il se présente sous le nom de John. Il lui demande ce qu'elle fait seule si tard. Claire, méfiante, prétend qu'une amie l'attend à la station-service. John, insistant, lui propose de la raccompagner. Pour prouver qu'il n'est pas une menace, il exhibe ce qu'il semble être un badge de police, affirmant être un officier qui vient de quitter son service. Claire, frigorifiée et épuisée, finit par accepter son offre après quelques hésitations. À ce moment-là, elle est persuadée que John est digne de confiance. Une fois dans le camion, elle remarque des détails troublants. Le pick-up est encombré d'objets étranges comme des chiffons, des bouteilles d'eau vides, des journaux froissés et, caché sous les papiers, une paire de menottes. John s'excuse pour le désordre, prétextant qu'il utilise souvent ce véhicule pour la chasse. Mais malgré cela, son attitude initialement chaleureuse détend Claire, qui commence à lui parler de ses problèmes avec son petit ami. John, se montrant compréhensif et attentif, lui raconte aussi sa vie, affirmant être marié et le père de 2 enfants. Leur conversation lui donne de faux sentiments de sécurité. Mais l'atmosphère change brutalement lorsque le camion dépasse la station-service sans s'arrêter. Claire, surprise, lui indique poliment qu'ils ont raté l'endroit, mais John ne répond pas. À cet instant, une peur sourde envahit Claire. Elle sent que quelque chose ne va pas, et tente de formuler une nouvelle demande. Mais John garde un silence inquiétant, le regard fixe et dénu d'émotion. Elle commence à envisager des solutions désespérées comme sauter du véhicule en marche, mais le risque de se blesser et l'isolation totale de l'endroit la retiennent. La tension monte encore lorsque John se met à lui adresser des paroles glaçantes. Les filles ne devraient pas être dehors si tard. Regarde ce que tu me fais. Son ton est froid et accusateur. Alors que Claire panique en silence, elle se souvient de menottes qu'elle a vues plus tôt et d'un geste discret, elle les pousse sur son siège avec ses pieds, espérant qu'elles resteront hors de portée. Les kilomètres s'étirent, chaque seconde amplifiant son angoisse. Elle essaie de maintenir une conversation, demandant des nouvelles de sa femme et de ses enfants, mais John la corrige brutalement. Je n'ai pas de femme, ni d'enfant. Je réfléchis à ce que je vais faire de toi. Peu après, il s'arrête en bord de route, dans une zone complètement isolée, entourée de forêts enneigées. John éteint le moteur et lui ordonne de sortir. Claire, paralysée par la peur, refuse catégoriquement. Elle s'accroche à la console centrale en pleurant et en suppliant. John, frustré, sort du véhicule et allume une cigarette. Il reste à l'extérieur un long moment, fixant l'horizon. Claire utilise ce moment de répit pour analyser ses options. Elle se persuade qu'elle doit rester dans le camion où elle a encore une chance de contrôle, plutôt que de risquer de fuir dans les bois. Après un temps qui semble interminable, John remonte dans le camion. Il démarre sans un mot et prend la route. Claire, bien que soulagée, reste terrifiée, guettant la moindre opportunité pour s'échapper. Finalement, le camion ralentit à l'approche d'une station-service. John lui ordonne de descendre et lui lance une menace glaçante. Si tu parles de ça à quelqu'un, je te retrouverai. Claire ne réfléchit pas une seconde. Dès qu'il s'arrête, elle sort en trombe et court vers l'intérieur de la station, cherchant refuge. Une fois en sécurité, elle demande d'appeler la police. Lorsque l'agent arrive, elle est rassurée de voir qu'il ne s'agit pas du même homme. Elle fournit une description détaillée de John, de son camion et des chiffres partiels de sa plaque d'immatriculation. Cependant, les caméras de surveillance de la station ne révèlent rien d'après l'officier, et il refuse catégoriquement qu'elle les regarde d'elle-même. Malgré ses tentatives répétées de suivi, Claire n'aura jamais de nouvelles concrètes de l'enquête. Les semaines, mois et années qui suivent sont marquées par le traumatisme. Claire ne sait toujours pas si John était un prédateur ayant changé d'avis ou un homme perturbé cherchant à lui donner une leçon. Cet événement reste un mystère pesant, mais une chose est sûre, il a changé à jamais sa perception des inconnus. Aujourd'hui, Claire est heureusement séparée de son compagnon de l'époque, et elle vient d'épouser son meilleur ami. La troisième histoire est celle de Mark. Mark est un homme passionné de nature. Il a passé une grande partie de sa vie dans les forêts de l'Oregon,
habitué à camper, chasser et randonner. Un été, il décida de partager cette passion avec sa famille. Sa femme, leur fille, ainsi que leurs 2 bergers allemands, Guts et Léa. Ensemble, ils partirent tous camper dans une zone isolée au nord du mont Jefferson, un mont qui est réputé pour sa tranquillité et sa beauté. Ils trouvèrent un coin de campement idéal, un coin reculé en forme de fer à cheval bordé d'arbres et doté d'un terrain plat. Ce n'était pas un site de campement officiel, mais il convenait parfaitement à leurs besoins. La première nuit, la fille de Mark, pleine d'enthousiasme à l'idée de faire sa première nuit en pleine forêt, insista pour dormir seule dans une petite tente à 2 places, juste à côté de la tente principale de ses parents, à moins d'1 mètre. Pour la rassurer, et probablement pour se rassurer lui-même, Mark décida de laisser Guts, leur berger allemand mâle, dormir avec elle. Durant toute la nuit, ni lui ni sa femme ne parvinrent à dormir. Des bruits de pas lourds résonnaient à l'extérieur, comme si une créature de grande taille rôdait autour du campement. Ces bruits n'étaient pas ceux familiers des animaux nocturnes habituels. Ils semblaient appartenir à quelque chose de plus grand, de plus inquiétant. Mark, toujours prévoyant, avait emmené 2 pistolets et un fusil, se souvenant d'un fait divers qu'il avait récemment lu où un campeur avait été tué dans sa tente. Mais malgré leur vigilance, rien d'autre ne se passa cette nuit-là. Mark tenta de rationaliser les événements, se disant qu'il s'agissait probablement d'un cerf ou d'élan curieux. Le lendemain matin, après avoir partagé un petit déjeuner sommaire, Mark partit explorer les environs avec sa famille et les chiens. À environ 100 mètres de leur campement, il remarqua une vieille route forestière abandonnée, envahie par la végétation. Mais quelque chose d'anormal attira son regard, un éclat bleu parmi les buissons. Guts, instinctivement, se mit à courir dans cette direction. Mark tenta de le suivre en le rappelant, craignant qu'il ne dérange d'éventuels campeurs ou qu'il se mette en danger. En se rapprochant, Mark découvrit un campement. Mais il ne s'agissait pas d'un campement ordinaire. Le site semblait abandonné, mais de manière anormale. Une tente en lambeaux, une glacière écrasée, un brûleur au propane renversé et aplati. Chaque objet semblait avoir été détruit avec une violence inouïe, comme si une bête énorme et furieuse s'était acharnée sur les lieux. Mark regarda autour de lui, cherchant une explication logique. Peut-être les campeurs avaient-ils fui en laissant leurs affaires et des animaux sauvages avaient pris le reste. C'était une explication possible, mais les marques de griffures, la destruction du matériel et l'absence de toute trace humaine ne cessaient de l'intriguer. Durant l'après-midi, après avoir rangé leurs affaires, Mark jouait avec sa fille près du campement pendant que sa femme s'éloignait pour répondre à un besoin naturel. D'un coup, il vit Guts bondir dans sa direction, ses muscles tendus et ses yeux fixés sur un point invisible dans la forêt. Ce comportement alarma immédiatement Mark, car le chien ne quittait jamais son poste sans raison. Il se précipita, son arme en main, pour rejoindre sa femme qui courait déjà vers lui, le visage marqué par la peur. Essoufflée, elle lui raconta qu'elle avait ressenti une présence inexplicable, la sensation oppressante d'être observée. « Tous mes poils se sont dressés d'un coup », expliqua-t-elle. « Et puis j'ai vu Guts courir vers moi, et je ne pensais qu'à revenir au camp. » Mark inspecta les environs avec soin, cherchant des empreintes, des branches cassées, un signe quelconque de ce qui avait pu causer cette peur, mais il ne trouva rien. Pendant ce temps, Léa, le 2e berger allemand qui était habituellement intrépide, refusait de quitter la fille de Mark, collée à elle, comme si elle sentait un danger imminent. Mais la nuit tomba rapidement, et il était déjà trop tard pour lever le camp et partir. Mark prit la décision de rester une dernière nuit. Mais cette fois, tout le monde dormirait dans la grande tente. Pour rassurer sa famille, il improvisa un système d'alarme tout autour du campement. Une corde relia des clés et des pièces de monnaie qui feraient du bruit en cas d'intrusion. Alors qu'il terminait d'attacher son dispositif, il fit une découverte troublante. Une corde semblable, mais bien plus vieille, pendait au même endroit, attachée à un arbre à la même hauteur. Usée par le temps, elle portait encore des rondelles rouillées. Mark comprit que quelqu'un, des années auparavant, avait ressenti le même besoin de sécurité et avait installé une alarme identique. Ce soir-là, pour dissuader toute menace, Mark tira plusieurs coups de feu dans le sol, espérant signaler leur présence et leur détermination à se défendre. La nuit fut étrangement calme, sans bruit de pas, ni agitation des chiens. Au petit matin, la famille quitta les lieux. Bien que secoués, ils tentèrent de reprendre le cours normal de leur vie. Ce n'est que des années plus tard, en visionnant un documentaire sur des disparitions inexpliquées dans la région, que Mark réalisa l'ampleur de leur chance. Le site abandonné, les bruits étranges, l'intuition des chiens, tout semblait indiquer qu'ils avaient frôlé un danger qu'ils ne pourraient jamais vraiment expliquer. Mark termina ce poste en mémoire de Guts qu'ils avaient quitté depuis. Qui sait ce qu'il se serait passé si Guts n'avait pas réagi aussi vite et à plusieurs reprises. Ce chien, intrépide et fidèle, leur avait peut-être sauvé la vie ce week-end-là, protégeant sa famille d'un mystère qu'il ne préférait pas élucider. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si jamais vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez le suivre sur votre plateforme d'écoute et laisser un commentaire quand c'est possible. Je vous remercie encore pour votre écoute et à la semaine prochaine. Free audio post-production by alphonic.com